Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. L'avenir du Green Deal, le pacte vert européen, voilà le thème de notre débat avec Caroline François-Marsal. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes responsable Europe du réseau Action Climat et Frédéric Deloy, bonjour. Bonjour. Le président d'Anaïc. Allez, quelques questions de présentation rapide. Le réseau Action Climat, en quelques mots. Oui, c'est une fédération de 27 organisations françaises de la société civile. Ouais. Donc on coordonne et de 10 associations locales et on lutte ensemble contre les causes du dérèglement climatique en influençant les pouvoirs publics et en produisant de l'expertise sur les politiques publiques de lutte contre le réchauffement climatique. Anaïc, quel est votre métier ? Alors Anaïc, c'est 50 ans d'existence, Ouais. une entreprise que je dirige depuis 26 ans. Le métier, c'est la conception et la fabrication de cadeaux et coffrets promotionnels. Ouais. On est sur 2 marchés. 2 tiers de notre chiffre d'affaires, c'est le marché de la beauté. Ouais. Et 1 tiers, c'est le marché de la distribution. Et on est présent dans 5 pays. On réalise un peu plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et vous êtes Bicorp depuis 2022, c'est ça ? Donc ça veut dire que c'est tous les 3 ans. Hein, donc Oui. vous êtes en train de préparer le prochain examen en quelque sorte. Absolument. Vous espérez progresser ? Oui, on est persuadé, oui. Ouais, Oui. Bon, donc ça c'est un vrai engagement. Le Green Deal, ce pacte vert européen, peut-être on peut rappeler son ambition pour commencer, Caroline François-Marsal. Oui, c'est en fait une feuille de route qui a été proposée par la Commission européenne en 2019 pour atteindre la neutralité climatique en 2050 en Europe. Donc ça veut dire pour que les pays de l'Union européenne n'émettent pas plus de CO2 qu'ils n'en absorbent. Et avec cette feuille de route, du coup, dirigée sur la neutralité climatique, on a tout un tas d'initiatives, de textes, de lois qui viennent transformer les différents secteurs de l'économie, donc l'énergie, les transports, l'alimentation, l'agriculture, etc. Et donc ça positionnait, je suis un imparfait, même si on va espérer que ça continue, l'Europe comme finalement le continent le plus ambitieux en la matière. On peut dire ça. Oui. À l'époque, oui. En 2019, l'UE était le premier groupe politique, on va dire, à se positionner sur cet objectif de neutralité climatique. Ouais. Vous avez signé, Frédéric Deloy, avec 300 dirigeants et alumni de grandes écoles, une tribune dans les Échos, un engagement pour le pacte vert. Est-ce que vous nous dites aujourd'hui, il y a un risque, il est remis en question ? Oui, en tout cas, on veut, nous, en 3 jours, il y a eu 450 signataires, ce qui est quand même assez marquant. Et en fait, ces jeunes diplômés ou anciens diplômés qui regardent l'avenir se disent qu'il y a des préoccupations sur le climat. Et en fait, l'idée est de dire qu'il ne faut pas s'arrêter maintenant. On a pris au niveau de l'Europe un avantage concurrentiel évident. C'est un avantage concurrentiel. En tout cas, l'avantage de cette CSRD, de mon point de vue en tant que dirigeant d'entreprise, c'est que ça nous donne de la méthodologie, ça nous donne un cadre, et nous, on saisit l'opportunité de ce cadre pour discuter avec toutes nos parties prenantes, et de là jaillit un alignement avec nos différents partenaires, jaillit de l'innovation, et donc c'est dans ce sens où la réglementation, c'est quelque chose qui s'impose à nous, donc ne freinons pas, au contraire, saisissons toutes les opportunités pour créer de la valeur grâce à la réglementation. Parce que, Caroline François-Marsal, il y a un mouvement pour quoi revoir, freiner, interrompre ce bilan extra-financier, on en parle quasiment tous les jours dans notre émission, qui s'impose étape par étape à toutes les entreprises européennes. Alors oui, donc ça c'est une partie du pacte vert qui adresse la question du reporting non financier et financier des entreprises. Et effectivement, en fait, ce qu'on observe depuis quelques mois avant les dernières élections européennes de juin, c'est qu'il y a pas mal d'initiatives de velléité de certains groupes politiques et de certains États de défaire ce qui a été adopté pendant les 5 ans de la précédente mandature, et donc du pacte vert. C'est le cas sur la CSRD actuellement, avec notamment des déclarations en France de ralentir la transposition de ce texte. C'est le cas, par exemple, à Bruxelles, avec des velléités d'aller contre le règlement sur la lutte contre la déforestation importée, qui devait interdire la vente sur notre marché intérieur de produits comme le caoutchouc, le café, etc., issus de cette déforestation. Et du coup, on est en train, en fait, de décranter tout un tas de victoires obtenues précédemment. Vous avez commencé à l'aborder, Frédéric Deloy, mais à quel point cette CSRD, ce bilan extra-financier, c'est un levier de transformation pour vous ? Alors,
Je vais prendre un exemple qui date de cette semaine. Nous avions constaté, si on regarde nos émissions de gaz à effet de serre sur le scope 3, qui concerne vraiment principalement notre activité, puisque nous concevons, nous faisons fabriquer en Chine principalement, et nous importons. On constate que dans le scope 3, on a 3 commandes qui représentent 15% des émissions de fret, donc 3 commandes en fret aérien. Donc ça engage une discussion avec nos clients. Et on a constaté un client qui avait l'habitude de toujours pratiquer et de demander du fret aérien. On a engagé cette semaine une discussion avec une posture qui consistait à dire à notre client, écoutez, voilà, nous, on est engagé sur une trajectoire émissions de gaz à effet de serre conformément aux accords de Paris, donc on ne peut plus pratiquer comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Et donc on a réussi à construire avec notre client un aménagement de sa planification. Et donc, on va l'accompagner pour éviter et pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et je pense que, en tant que fournisseur, je suis extrêmement fier que mes collaborateurs aient cette posture vis-à-vis de nos clients. Et je trouve que l'énorme avantage pour l'entreprise, c'est qu'on crée la valeur immatérielle, non financière, et on discute avec nos clients d'autre chose que de prix. Alors, cette CSRD, on va rester là-dessus, parce qu'on peut quand même se dire qu'on peut la simplifier. Bon, on va y venir. Mais il y a un autre élément, Caroline François-Marsal, que je trouve intéressant, c'est si on l'interrompt, c'est une prime à ceux qui n'ont rien fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le message envoyé est quand même, enfin, à mon avis, assez calamiteux. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, tout à fait. En fait, le problème là de ce qui se passe, c'est que l'Union européenne avait annoncé une ambition très claire, avec un cap très clair, avec une échéance en 2030 de réduire nos émissions de 55% de gaz à effet de serre et en 2050 d'atteindre la neutralité climatique. Et là, les discours, en fait, les décisions politiques sont brouillées. À Bruxelles, et du coup ça apporte de l'incertitude juridique, de l'instabilité aux entreprises qui, pour celles qui ont commencé à se transformer en particulier, est très dommageable en fait. 800 pages quand même. On peut la simplifier. Oui, on peut dire que c'est extrêmement complexe, on est d'accord. Après, moi, je fais confiance aux entreprises leaders. D'ailleurs, moi, l'enjeu essentiel pour nous en tant que entreprise, petite entreprise ou de taille intermédiaire, c'est le recueil de la data. Et donc je pense que c'est le frein principal, où là, les entreprises vont dire j'ai autre chose à faire, le contexte économique n'est pas favorable, j'ai pas les ressources, ça coûte cher, etc., etc. Moi, je fais confiance aux législateurs dans l'application des textes. Mais personnellement, je pense que compte tenu des enjeux, il ne faut pas sanctionner les entreprises qui sont avancées, il faut maintenir et communiquer nos convictions. Et c'est certaines entreprises leaders qui vont se mettre en mouvement, certains groupes leaders qui vont emmener tout leur écosystème, qui fait qu'on va pouvoir commencer à transformer notre économie ou accélérer dans la transformation de notre économie, créer de la valeur en Europe, à contrario d'autres continents qui, eux, ne sont pas suffisamment raccordés à ces préoccupations climat. Je vais vous poser la même question à tous les deux. Je commence avec vous, Frédéric Deloy. Quand on voit que les patrons de Total Energy et d'EDF disent que les lourdeurs réglementaires freinent les investissements en France et plombent les efforts de réindustrialisation et de décarbonation, vous dites quoi? Il faut les entendre? Ils ont en partie raison? Je dis que ces deux entreprises, ces deux patrons d'entreprise ont une vision beaucoup plus globale que la mienne et ont une capacité avec leur comité exécutif à intégrer les différents composants dans les stratégies de leurs entreprises. C'est plus facile pour eux que pour une entreprise comme la vôtre, c'est ce que vous voulez dire. Absolument, mais d'autre part, je pense que leur responsabilité, elle est aussi... Et compte tenu du fait qu'ils ont plus de moyens, qu'ils ont une vision beaucoup plus globale, leur responsabilité, elle n'est pas d'opposer les choses, mais au contraire, d'intégrer ces investissements-là et ne pas opposer tel investissement par rapport à tel autre. Je pense que, vous savez, moi, quand j'ai démarré dans ma carrière, on ne parlait pas de digital. On ne parlait pas de RSE. Et je n'ai pas résisté à ça. Au contraire, j'ai voulu saisir les opportunités pour faire progresser et avancer mon entreprise. Donc je pense que la responsabilité d'un grand groupe, c'est de regarder l'avenir, c'est de construire l'avenir, non pas que seulement de son entreprise, mais aussi de la société. Caroline François-Marsal, quand ils disent ça, est-ce qu'ils participent au mouvement qui consiste à dire appuyons sur le frein ?
par rapport à l'ambition du Green Deal au niveau européen, ou est-ce qu'ils ont quand même, et d'ailleurs les deux ne sont pas totalement antinomiques, en partie raison, c'est-à-dire qu'il y a peut-être une surtransposition de normes, un peu trop de complexité dans les normes environnementales imposées. Votre avis ? En fait, ça pose vraiment le débat de la valeur ajoutée de la norme environnementale européenne. Je pense qu'il faut vraiment aborder ce débat rationnellement et en regardant les faits. On entend beaucoup aujourd'hui que la norme environnementale, c'est un problème pour la compétitivité européenne, pour justement la force des entreprises en Europe. Si on regarde un petit peu les chiffres, on voit par exemple que la Commission européenne a constaté que la politique environnementale représente seulement 1% de la charge administrative des entreprises en Europe. Donc, c'est pas forcément l'aspect à pointer uniquement. Et par ailleurs, il faut aussi comprendre que ces normes environnementales, certes, il y a un enjeu de mise en œuvre qui est clair. Il y a une difficulté des États, des territoires, des entreprises à mettre en œuvre. Et l'Union européenne peut être là pour les accompagner davantage, pour améliorer en fait, la mise en œuvre sur le terrain. Mais il faut aussi voir que les législations environnementales, elles sont là pour une raison. C'est aussi pour protéger en fait, les entreprises au long terme. Puisque si on prend par exemple les coûts liés aux catastrophes climatiques ces 10 dernières années, on voit qu'on est à 26 milliards d'euros par an annuellement. Enfin, oui. Donc, il faut prendre, il faut bien prendre justement tout ce qu'apporte cette norme et pas seulement pointer la difficulté du reporting. Ou d'autres. Dernière question qui est assez politique. Les élections européennes, elles ont abouti on sort avec un parlement, avec un axe de gravité un peu plus vers la droite, avec des partis d'extrême droite, nationalistes, populistes, qui sont souvent climato-sceptiques ou qui en disent appuyant sur le frein. On ne peut pas faire comme si ces électeurs européens n'avaient pas voté. Vous voyez ce que je veux dire, Frédéric Delevoye ? Je comprends très bien. Moi, en fait, en dirigeant cette entreprise avec mon équipe, je me concentre avec mes parties prenantes, mes fournisseurs, mes collaborateurs, mes clients, sur ce que nous, on maîtrise. On est, vous l'avez rappelé tout à l'heure, on est une entreprise Bicorp, on est entreprise à mission depuis 2020. Donc, en fait, on a vraiment inscrit dans notre projet d'entreprise et dans les statuts de nos entreprises comment nous voulons nous servir de notre activité pour contribuer au bien commun, la planète et les personnes. Et donc, dans cet environnement brouillé que vous décrivez, il y a des tensions. Je connais dans notre activité ces tensions sur les différents continents où on opère. Et en fait, on a toujours réussi à traverser, à nous adapter, à être agile en gardant le cap. Moi, ce que je dis, et ce que je souhaite, c'est qu'on garde le cap parce que le monde actuel qui est tellement bouleversé, a besoin d'un cap clair. Et je pense qu'au niveau de l'Europe, il faut qu'on garde ce cap, cette direction, mais qu'après on soit assez souple et tolérant dans la mise en œuvre, parce que, compte tenu de toutes ces contraintes, effectivement, il faut qu'on soit tolérant sur le fait que telle entreprise n'a pas pu produire son rapport de durabilité à temps ou quoi. Merci beaucoup, et ça repose la question de l'acceptabilité, évidemment, de cette transformation. Merci à tous les deux, c'était très intéressant de vous avoir sur le plateau de Bismart for Change. On passe à notre rubrique Startup tout de suite.